Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes qui ont eu ou qui ont du succès dans leur vie, peu importe le domaine, viennent raconter leurs histoires. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Fabien Olicard. Fabien est mentaliste et humoriste et sans doute l'un des tout premiers mentalistes à avoir ouvertement allié humour et mentalisme sur scène. Il s'est aussi et surtout fait connaître grâce à sa chaîne YouTube où il a publié pendant une année complète une vidéo par jour. Mais avant ça, avant de devenir mentaliste, avant de devenir youtubeur, Fabien a par exemple ouvert un resto savoyard à La Rochelle à l'âge de 18 ans pour vous donner un petit peu une idée des multiples vies du gars. Ensemble, on parle de son enfance, de son amour pour la magie dès qu'il a eu 7 ou 8 ans, de son adaptation compliquée à l'école, on parle aussi d'autonomie et de liberté, on parle de temps qui passe, on parle de rupture amicale, enfin bref, une discussion que j'ai trouvée passionnante avec Fabien Olicard et j'espère que vous aussi, vous la trouverez aussi intéressante que moi. Si vous découvrez ce podcast, merci de vous y abonner sur votre appli de podcast préféré, par exemple Apple Podcast sur iPhone ou alors Castbox sur Android ou sur iPhone, mais vous pouvez aussi écouter Histoire de succès sur Spotify ou sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. D'ailleurs, venez donc prendre 3 minutes pour venir me dire dans les commentaires de l'épisode sur YouTube ce que vous en avez pensé. Je suis toujours preneur de retour des auditrices et des auditeurs, surtout au tout début de ce podcast. Merci d'avance pour votre écoute et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode d'Histoire de succès, puisque vous pourrez me retrouver dans vos écouteurs tous les lundis. Et sans plus attendre, je vous laisse avec Fabien Olicard. J'ai envie de parler en ASMR quand on me donne un casque. Bonsoir. Nous sommes avec Fabien Olicard. Mettez vos vêtements dans les toilettes. Faut que tu racontes maintenant. Ça y est. Ah oui, c'est vrai, ça tourne. Ouais, ça tourne. Hein. Oh putain, mon Dieu. Mais moi, je fais comme toi. Oui, non, Toi, mais tu t'as fais raison. des trucs Bien sûr. off. C'est marrant. Oui, c'est le plus intéressant. Oui, j'ai jeté mon t-shirt dans les toilettes ce matin. Qu'est-ce qui se passe, Fabien ? C'est la fatigue. C'est l'enchaînement de plein de choses. Et du coup, je me suis réveillé. Je me suis dit, merde, faut que je rejoigne Fab, faut que je me dépêche. Pour gagner du temps dans le couloir, j'ai enlevé mon t-shirt. Je suis arrivé dans mes toilettes, où je voulais uriner, évidemment. Et là, tout s'est confondu dans ma tête. Et j'ai jeté le t-shirt dans les toilettes. Et je l'ai regardé en me disant, vraiment, durant une seconde, je me suis dit, je crois pas que c'est ce qu'il fallait faire. Il y a un bug quelque part. Tu sais, il m'a fallu une seconde pour dire merde, putain, mais je suis trop con. Et heureusement, je m'en suis rendu compte avant de pisser dans mon linge sale. J'allais dire, t'es quand même pas allé jusqu'au point de. Non. Vraiment... J'ai vraiment eu de la chance. On s'en est sorti. Merci de m'inviter pour valoriser ces anecdotes. Qu'est-ce que voulait te dire ton cerveau, tu penses, à ce moment-là ? Mon cerveau. Mais non, mais lui, il a fait son taf. Il s'est dit. Ok, apparemment, il faut que j'assure, je vais prendre le relais, mais il me donne plus de sucre, il me donne plus de gras, il me donne plus de sommeil, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et il s'est dit, bon, a priori, puisque la première chose qu'il a fait dans le couloir, c'est enlever le t-shirt, le lieu où on va se rendre, c'est le lieu où il faut le mettre. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Tu dis que t'as plus de sucre, plus de gras, t'es au régime, c'est ça ? Non, mais c'est que je... Tu prends pas le temps de manger ? Bah ouais, du coup. En fait, au réveil, on est censé faire un petit déjeuner avant de faire, d'accord, dans ce sens-là. avant de courir dans tous les sens. On est censé. On est donc avec Fabien Olicard. Mais ça, Tout à j'imagine que vous avez entendu, puisque jusque-là... Est-ce qu'il y a eu des années... Si, je t'ai dit Fabien, bien sûr que j'ai dit Fabien, t'as dit n'importe Fabien. quoi. Mon cerveau non plus, tu vois, va pas... Et puis, ils ont lu le titre. C'est vrai. Du coup, ça les a bien aidés. Tu sais, les gens, parfois, sur les podcasts, on sait pas trop, hein, tu vois, ils téléchargent des trucs sans trop savoir. Oui, c'est vrai. Bon, d'une manière générale, est-ce que les gens lisent tout le temps ? La réponse est non. Hein. Ah non, oui. La réponse est vraiment non. Hier, j'ai fait un truc incroyable. J'ai enregistré Drucker, tu sais, Vivement Dimanche, donc ça c'est cool. C'était mon deuxième, ça s'est bien passé. Et donc je J'aime sors. bien comment tu dis ça, l'air de rien. J'ai enregistré Drucker, tu sais. Ouais, c'était trop bien. Et donc quand tu sors, t'as Walking Dead dehors, c'est-à-dire des gens avec des appareils photo, les anciennes photos qu'ils ont prises, etc. Et qui ont souvent soit à la retraite, soit au chômage, et qui en profitent pour aborder des stars. Et c'est tout à fait respectable, mais c'est assez rigolo à voir. T'appelles ça Walking Dead, c'est pas... Ben oui, parce que quand personne ne sort, tu sais, c'est tout calme. Ah oui. Et dès qu'il y a quelqu'un qui sort et qui bouge, ça s'approche et tout. Fanny, qui travaille avec moi, il y a le VTC qui est venu la chercher. Et je sais pas si Fanny, tu l'as vu, mais quand le VTC s'est approché pour venir vous chercher, il y en a 3-4 avec des appareils photo qui se sont rapprochés comme ça discrètement, tu vois, de la voiture, prêts à manger la star qui sort, quoi, tu vois, c'était fou. Et du coup, moi, je ne suis pas embêté quand je sors, ce qui donne à peu près mon niveau de notoriété. Pas encore. Rendez-vous dans quelques semaines. Ou quand alors... ils ont fait, dis donc, il est bien là, le petit, là. Ça. Ou alors, il y en a un qui me prend en photo, mais ça, c'est ceux qui misent sur le futur, tu sais, se disant, on ne sait jamais ce qui peut venir. Je l'aurais eu avant tout le monde. C'est ça. Et donc, il y a Géraldine Nakache qui sort. Et il y a des mecs qui la prennent en photo et tout. Et là, tout de suite, il y a un gars qui lui fait « Est-ce que vous viendrez en dédicace à Montpellier ?»
Et elle a fait oui, je crois. Et il fait c'est quand ? Et tu sais, ça me rappelle vraiment sur Internet quand tu annonces que ce soir, il y aura la soirée MAD à telle heure, à tel endroit, jusqu'à telle heure. Et en commentaire, tu dois avoir d'accord, mais du coup, c'est à quelle heure ? Et c'est la même. Les gens ne lisent pas tout sur Internet. Voilà, ce podcast va être très très long. Ah mais c'est le concept, hein, tu sais. Les gens, tu sais, dans les podcasts, je sais pas si tu fais pas encore de podcast. J'en ai eu fait, mais que j'ai annoncé à personne, donc ils ont à peu près 30 écoutes. Ok. Ça s'appelle Hippocampe. J'ai adoré faire ça. Ok. Je trouve que c'est très 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 plaisant. Et juste comme je peux pas tout faire, il faudrait quelqu'un après qui s'occupe du montage et de la mise en ligne et tout. Mais j'ai bon espoir de le refaire un Mais jour. c'était quoi alors ? En fait, soit je parlais de trucs qui me passionnent sur le mental, mais c'était plus léger en fait qu'une vidéo, etc. La conversation change tout, hein, évidemment. Et après, j'aimais bien, j'ai commencé à recevoir des gens, tu vois, j'avais reçu Victor Vincent, qui est un autre mentaliste et tout, on a discuté un peu de tout ça. Du métier ? Ouais, en toute liberté, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu penses du syndicat là ? T'es syndiqué toi ou t'es pas syndiqué t'es au syndicat des chez mentalistes ? chez les mentalistes. Non, c'était... en fait, ça donne un podcast très ennuyeux parce qu'il me fait « tu sais ?» Je fais « oui » et toi, il me fait « oui ». Parce que, tu vois, on le lit dans les pensées l'un de l'autre, donc du coup, il y a assez peu de contenu à écouter. Mais recevoir des gens en podcast et tout, ouais, je sais pas, il y a une autre forme de liberté qu'on n'a pas tellement en vidéo. Et tu sais que l'écoute aussi qu'on va avoir, parce que moi-même j'écoute des podcasts, voilà, on sait qu'on fait parfois d'autres choses en même temps, ou qu'on est sur un trajet, et on a une vraie attention, même si elle paraît distraite, c'est une attention beaucoup plus longue dans le temps. Et j'ai toujours aussi beaucoup écouté la radio quand j'étais plus jeune et tout, et j'adorais écouter la radio. Et voilà, du coup, l'exercice du podcast est cool. Bon, Fabien, donc pour te présenter rapidement, t'as 36, 37 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai 36 ans. Ça arrive à des gens très bien. J'ai 36,7 ans. Tu es donc mentaliste, en tout cas tu es connu pour être mentaliste. L'étiquette de base. Et tu as ce truc en fait d'avoir réussi à mélanger, je pense, le mentalisme et l'humour sur scène, qui je pense n'avait pas été trop fait jusque-là en fait. Il y a toujours eu dans le mentalisme des notes d'humour, mais pas construit sous forme de one man. Ouais. Et moi je l'ai fait presque par obligation, parce qu'en fait ma forme d'expression naturelle c'était déjà j'ai un petit capital empathique, on va dire, avec le public, donc ils me prennent plus pour un pote que pour un faiseur de miracles. J'ai tendance à faire des vannes tout le temps, et si j'avais voulu jouer le mystérieux, mais t'arrives pas comme ça, les gens riraient en disant ah c'est très drôle qu'ils fassent semblant d'eux, tu vois. Donc en fait je me suis dit et pourquoi je ferais pas ce que j'adore faire, à savoir de l'humour, et j'ai commencé à le faire comme ça. J'avais aucune expérience dans ce métier. Du coup, ça a bien fonctionné au départ. Et après, je suis allé voir, pour l'anecdote, un spectacle pris au hasard. C'était Arnaud Cosson à l'époque. Je vais voir Arnaud sur scène. Je me marre et tout. Et je me dis, waouh, c'est ça, un texte et une mise en scène ? Il va peut-être falloir que je bosse parce que je fais tout à l'impro quasiment. et de là, je me suis, un peu comme un training, je me suis bouffé 2-3 spectacles par soir pendant des mois et des mois d'humoriste. Et en essayant de comprendre, tu vois, la mise en scène, comment on écrivait un texte, comment on gérait un rythme, comment on gérait un public. Et je me dis, oui, c'est absolument ça que je veux faire du one-man show, mais par contre, je vais garder ce que j'adore faire, à savoir le mentalisme. Et c'est comme ça que j'ai fusionné les deux, c'est arrivé comme ça. Pour revenir vachement en arrière, si j'ai bien compris, tu sais, en fait, il y a une question que j'adore poser aux gens, à mes invités d'une manière générale, c'est qui tu étais à 7-8 ans. Ok. Et en fait, je pense, juste pour terminer, que te concernant, t'es l'une des rares personnes qui va réussir à avoir cette passion à 7-8 ans, qui va le driver jusqu'à ce que t'es aujourd'hui, quoi. Oui. Tu vois ? Oui, c'est vrai. À 7-8 ans, j'ai les mêmes passions qu'aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Qui êtes-vous ? Et ce qui fait aussi, tu vois, ça c'est normal, conséquence directe, j'ai pas d'amis. Tu vois ? Mais vraiment, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis jusqu'au lycée, on va dire, quoi. Tu vois ? À ce point-là ? Ouais. Alors attention, je suis pas détesté. Tout le monde m'apprécie, tout le monde est très cool avec moi, mais par contre, on va jamais m'appeler pour faire un truc en dehors des cours, on va pas venir me voir à la récré, tu vois. Je suis juste apprécié, mais j'ai aucun ennemi, mais j'ai pas d'amis non plus. T'es dans ton coin alors, c'est ça ? Ouais. Après, ça change au lycée, parce qu'au lycée, je découvre 2 choses, c'est le sens de l'humour et l'alcool. J'ai plein d'amis. En plus, ça va ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je me suis sociabilisé. Mais avant, j'étais plus dans les bouquins, dans les trucs. Moi, j'étais le mec qui lit dans un coin à la récré ou des choses comme ça. Et donc, passionné par l'illusionnisme et de fait le mentalisme et de fait les sciences cognitives. Et je pense quand même qu'on passe tous par
toutes les passions quand on est enfant, on les découvre, tu vois, on découvre le sport, on découvre le dessin, on découvre un tour de magie, on découvre ceci, cela. Et après, il y a un truc qui match chez toi plus que les autres. Et moi, les potes que je connais qui font du dessin aujourd'hui, qui en font terriblement bien, ils me disent j'ai juste pas lâché mon crayon, C'est ça. mais je dessinais pas mieux que toi quand on était petit, et moi j'ai pas lâché en fait les tours, et tout ce qui était cognitif, tout ce qui était science m'a passionné. En fait, à chaque fois que ça me fait un bonbon dans le cerveau, c'est-à-dire un petit ah ouais, c'est ça le truc, ou c'est pour ça que ça fonctionne comme ça la vie, et à chaque fois ça me stimule et j'ai envie d'en savoir plus. Et ça, je crois que mon seul talent, c'est d'être extrêmement curieux. Tu vois. Non, Donc, je pense pas que ce soit que ça, mais je comprends quand c'est sans doute un moteur, quoi. Ah ouais, c'est ça. Un driver. Et au contraire, après, quand tu sais trop de choses dans un domaine, moi, ça va pas me lasser, mais alors ça va se faner, on va dire, et j'ai envie d'en découvrir un autre. C'est comme ça que j'ai fait mes 4-5 podcasts à l'époque, c'était aussi pour découvrir un peu ça, quoi, tu vois. J'ai l'impression que c'est à peu près tout ce que tu fais, c'est-à-dire Oui, pareil, sur YouTube, pareil vrai. sur YouTube, on en reparlera un peu plus tard, mais alors, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à la magie à l'époque ? Est-ce qu'il y a... je sais pas, un magicien. Est-ce qu'il y avait Garcimore à ton époque ? Parce que moi, je suis un peu plus vieux que toi. Il était un petit peu avant moi, Garcimore. Non, mais est-ce qu'il était encore dans le. Il était plus visible comme. Il y avait Gérard Majax, je me souviens. Majax l'était encore. Très connu. Et puis après, il y avait Mirouf pour moi. Ah oui. Il y avait Sylvain qui était au studio Gabriel, justement, chez Drucker. D'ailleurs, c'était drôle parce que l'enregistrement d'hier, il y avait Tim Seat, et Tim Seat, c'est lui qui a présenté Sylvain Mirouf à Drucker à l'époque. Donc je savais que Tim Seat allait apprécier de voir un effet de mentaliste, parce qu'il aime ça de base, il est hyper bienveillant là-dessus. Non, ce qui se passe, c'est que mon premier vrai souvenir, c'est un voisin qui me fait un tour et ça me fascine, ça. Mais le vrai déclencheur, c'est à 7-8 ans. Il y a un vide-grenier dans mon village. Alors, c'est un petit village, il y a 800 habitants, c'est au nord de La Rochelle. Et dans ce vide-grenier, moi, j'ai 10 francs. Et il y a un livre qui s'appelle Cours Magica de Robert Veynaud, qui coûte 10 francs, et je l'achète. Et ce livre-là, alors c'est marrant parce qu'il y a marqué Paris 20e dessus au crayon de papier, c'est là où j'habite aujourd'hui. On ne sait pas comment il s'est retrouvé là, vraiment. Et c'est une bible pour les magiciens. C'est-à-dire, c'est un vrai bouquin professionnel qui aujourd'hui est coté quelques milliers d'euros et tout. Moi, j'achète ça, j'en sais rien du tout. Et donc, dedans, c'est des textes avec toutes les 10 pages des planches dessinées à la main, de comment on met ses mains, etc. Je trouve ça fascinant. Et le dernier chapitre s'appelle « Il n'y a pas de truc ». Et c'est un chapitre sur les effets de mentalisme. Et c'est ça qui marche le plus chez moi. De toute manière, j'avais pas de thune pour m'acheter un accessoire quelconque, et je suis pas bricoleur. Donc je dis, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'accessoire, il n'y a pas de manipulation. Ça me plaît énormément. Et c'est vraiment comme ça que, tu vois, c'est un hasard. Alors, certains diront que ce livre s'est mis sur ma route. Bien sûr, bon, c'est l'univers, tu sais. En tout cas, s'il y avait eu 10 balles de bonbons juste avant le livre, j'aurais acheté les 10 balles de bonbons. Donc j'ai eu la chance de tomber sur le livre, tu vois. Mais c'est vraiment le point de départ, quoi. C'est indéniable. Et un peu plus tard dans ma vie, vers 14-15 ans, je vois un magicien à La Rochelle, un magicien de foire, quoi, d'animation de salon, et il prend une cigarette à quelqu'un, il l'allume, il la fait disparaître dans ses mains, allumées. Je trouve ça incroyable, mais vraiment incroyable. Je reprends mon bouquin Cours Magica, je feuille dedans, et en fait, tout le processus était expliqué dedans. Et je me dis, mais pourquoi je ne fais pas ça ? Et là, c'est le moment où j'ai basculé de c'est super bien de savoir, mais peut-être tu pourrais essayer d'en faire. Et avant mes 15-16 ans, j'ai pas fait un tour de magie à qui que ce soit. Ah, ok. Je m'entraînais pour moi, mais j'ai pas fait de tour. Et là, j'ai commencé à faire des petits tours de magie. Et puis du coup, à la fin des tours de magie, j'ai essayé de faire un peu de mentalisme, tu vois. Et puis ça déplaisait pas. Et c'est comme ça qu'après, au fur et à mesure, je me suis dit, ok, je vais faire du mentalisme. Ah, génial. Ça. Donc en fait, jusque-là, tu l'avais juste gardé pour toi, cette passion-là. Et c'était pour toi. Ouais. Enfin, je dit, se faire à soi-même du mentalisme, c'est chaud. C'est un objet, oui, c'est ça, bravo à moi. Mais j'ai eu ce rapport avec les livres très tôt, d'une manière générale. Par exemple, je donnais des cours d'informatique dans mon village, à Marcilly et à La Rochelle. J'avais 14 ans, j'avais jamais touché un ordi. J'avais pas d'ordi à moi, et c'est juste que l'informatique m'avait un peu fasciné, et j'avais acheté des tonnes de bouquins sur les softs, sur les ordis et tout, et j'avais absorbé tout ça. Pour moi, il y a vraiment ça, je télécharge des données dans ma tête, et je donnais des cours d'un truc, j'en avais même pas un mois, quoi. Et il y a eu un petit peu ça aussi, donc durant de 8 à 15 ans, j'ai absorbé des techniques de mentalisme, de sciences cognitives et tout, et j'ai commencé vraiment à m'en servir vers 16 ans. T'as une mémoire plutôt visuelle alors, c'est ça ? Ouais, mémoire eidétique, donc tendance très visuelle et juste
j'oublie comme tout le monde si je révise pas, mais de base, si je veux retenir, je vais être un peu favorisé, quoi. Ok. Tu disais tout à l'heure que au lycée, tu avais découvert le sens de l'humour Et l'alcool surtout. et l'alcool. Je m'en souviens Alors, très bien. peut-être que tu as une anecdote sur l'alcool, mais en tout cas, sur le sens de l'humour, je me demandais, est-ce que tu as un déclencheur aussi? Parce qu'il y a toujours des situations, tu vois, là, tu me parles d'une situation, il y a toujours des situations où tu te fais, oh, ok, en fait, ce truc. Je me souviens vraiment, en seconde, on fait des exposés en français. Et donc, c'est la première fois que je m'adresse à une audience aussi large que 30 personnes d'un coup. Et du coup, quand je vois qu'ils perdent l'attention un peu, ou que c'est un peu long, j'ai le réflexe de mettre une vanne. Tu vois, aujourd'hui, je l'analyse, hein, sur le coup, je l'analyse pas à ce point, mais j'ai le réflexe de mettre une vanne, et il y a un rire de toute la salle, et je reprends par au-dessus. Et c'est la première fois que j'ai fait rire vraiment un groupe, et j'ai trouvé ça très satisfaisant, non pas dans l'ego, mais dans le fait de, ok, on peut intéresser les gens, d'ailleurs c'est encore ce que je fais sur scène aujourd'hui, quoi. On peut intéresser les gens à un truc dont a priori ils s'en foutent complètement, par les vannes et par le rire, quoi, tu vois. Et aujourd'hui je sais pourquoi ça marche comme ça, parce que tous les mammifères apprennent en s'amusant, c'est comme ça que se fait l'apprentissage, sauf un mammifère, l'être humain, qui depuis quelques décennies s'est dit non, apprendre c'est sérieux, on va arrêter de se marrer. Et en fait, non, mais c'est comme ça, ouais, que je découvre le fait de ok, on peut faire des blagues et je fais les blagues spontanément. Le seul truc, c'est que c'est à peu près aussi dans ces années-là que je me rends compte que toutes mes blagues, ou la plupart, ont tendance à faire mal. Et j'ai l'esprit vif, comme beaucoup d'humoristes, comme la plupart des humoristes. Et le premier truc qui te vient, c'est le truc qui est blessant, tu vois. Et là, il a fallu bosser un peu là-dessus. Et c'est grâce à un pote, Anthony, qui, après une soirée, un jour, est venu me voir. Il fait écoute, je viens de voir, au nom de tout le monde, t'étais con hier soir. Je dis arrête, on a bien rigolé et tout. Tu as bien rigolé. Toi, t'as bien rigolé. Nous, tu nous as cassé les couilles toute la soirée, quoi. T'avais quel âge là? J'avais 17 ans, Ouais. 16-17 ans. Et je fais, mais pourquoi? Mais non, mais on riait. Il fait, non, il n'y a que toi qui riais de ça. Nous, on riait parce qu'on était gênés, parce que c'était chiant, mais tu te rends pas compte, nanana. Et je me suis dit, ah, ok, il faut vraiment. La vanne qui te vient spontanément, tu vas la garder pour toi si elle ne fait que te taper, en fait, quoi, tu vois. Et je me dis, c'est bien que j'ai eu ça à cette époque, parce que quand plus tard dans ma vie, j'ai construit les spectacles, j'ai toujours eu ce moment en tête où Anthony me prend un part pour me raconter que ma super soirée que j'avais moi en tête hier soir était pas du tout une super soirée et que j'avais été très blessant envers tout le monde tout le temps et avec un peu d'acharnement, quoi. Et c'est facile de casser, quoi. Ouais. C'est, dès que tu maîtrises un peu les vannes, tu le sens, quoi. Tu le sais, hein, les vannes qu'on peut faire nous en off, etc. Ça peut aller vite et loin, quoi, tu vois. Sauf qu'en face, t'as des gens qui sont moins armés que toi, qui ont moins cette mécanique-là et qui du coup se font juste humilier. Et ça, c'est vraiment pas drôle. Mais donc merci Anthony. Oui, merci Anthony. Et écoute, l'anecdote, c'est que j'ai joué au Canada là au mois d'août. Et lui, maintenant, habite au Canada. Et je l'ai revu là-bas et tout. Et je lui parlais de ça. Il s'en souvient pas du tout. C'est vrai? Ouais, pas du tout. Bah, tu sais, c'est des événements marquants émotionnellement pour toi, mais alors pas du tout pour l'autre, quoi. Ouais, c'est génial. Je voulais te parler aussi j'ai découvert que tu avais ouvert un resto à 18 ans. Oui, c'est vrai, La Rochelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Mais j'ai l'impression que tu as eu 14 vies. Ouais, quoi. c'est vrai, c'est pas faux. J'ai fait tellement de trucs. Oui, je suis allé à une vente aux enchères pour acheter une voiture avec mes économies. Je suis ressorti avec un fonds de commerce. Donc, mais parce que ça coûtait à peine plus cher que la voiture. Et je me suis dit, putain, c'est fou, c'était un tout petit truc, hein. Il y avait 1, 2, 3, 4, donc 6, 12, 20. Et j'en mettais 2 au bar, mais j'avais pas le droit. Mais grosso modo, il y avait 20 places dans le resto, et serré, tu vois. Donc c'était une toute petite affaire qui avait coulé. Et à l'étage, enfin, du moins, il y avait un étage. Et je m'étais dit, putain, c'est génial, parce que je peux me faire une habitation au-dessus. Du coup, j'ai pas besoin de faire beaucoup de clients. Ça paie l'ensemble. J'ai pas de frais d'EDF parce que c'est le resto. J'ai pas de frais de bouffe parce que c'est le resto. J'ai pas de frais de ceci. Et je me fais ce calcul-là en me disant, vas-y, il y a moyen. Tu te fais ça sur le moment, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'achète. Et j'appelle un pote qui était un peu dans la restauration, mais un peu, hein, il mettait 3 bouts de salade dans les assiettes, quoi, tu vois. Et je dis, vas-y, on bosse ensemble, quoi, tu vois. Il me fait, ouais, mais on fait quoi? Moi, je sais rien faire. Je fais, il faut qu'on soit malin, il faut un truc où il n'y a pas trop de cuisine à faire. Et moi, j'adore le fromage. Je dis, vas-y, on fait du savoyard à La Rochelle. Il n'y a pas de concurrence, personne fait du savoyard à La Rochelle, tu vois. Des raclettes, des tartiflettes, des fondus. On regarde un peu les recettes, on se dit, bah voilà, il n'y a pas de recette à une raclette. Je veux dire, on met des bouts de fromage, si le bout de fromage est bon, si la charcuterie est bonne, pour ceux qui en mangent, voilà, c'est très simple. Et seule préparation, tu fais cuire des patates, on va s'en sortir, quoi, tu vois. Et on fait ça,
on n'ouvre pas le midi parce qu'on est feignant, et on ouvre le soir jusqu'à temps qu'il y ait des clients. Et en fait, sans le savoir, on répond à un truc qui n'existe pas à La Rochelle. Déjà, il n'y a pas de truc de spécialité de fromage à La Rochelle, et du poisson. Il y a très peu de restos qui prennent tard, très très peu, mais nous on s'en fout, on se lève pas le matin, et on ferme un soir par semaine, mais on ferme le mardi, ce qui fait que le lundi, où tous les autres restos sont fermés, on se récupère les restaurateurs. Et c'est comme ça que marche le resto, très vite, enfin tout de suite, quasi C'est tout de suite. tellement malin. Ouais, c'est rigolo quoi. Et à un moment donné, ça marche vraiment, vraiment très bien en moins d'un an. Et nous, on fait la fête tous les soirs parce qu'on a 18-19 ans. Et en faisant la fête, on parle avec tous les autres gars du coin, quoi, de la rue. C'était une rue piétonne, qui ont 40, 50 ans, etc. On se met des races terribles avec eux le soir. Et à chaque fois, ils font « Ouais, moi, je ne ferai pas ça toute ma vie et tout. Je ferai pas ça toute ma vie. » Et avec Rico, on se dit « Putain, mais en fait, ils font ça depuis toute leur vie. » Et en fait, le temps est tellement compressé dans ce métier-là qu'en fait, tu relèves la tête un jour et tu as 50 ans et tu dis merde, je sais plus rien faire d'autre. Donc on s'est dit, on fait ça 2-3 ans, on en profite par contre, on rigole et tout, et on arrête. Et au bout de 3 ans, vraiment avant la 3e saison d'été, qui était notre saison basse, parce qu'on fait du savoyard quand même, c'est-à-dire que les autres travaillaient à fond 2 mois par an, nous on travaillait plutôt 10 mois par an. Juste avant, on se dit... On ouvre pas, on vend, vas-y on vend. Et on a vendu comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, tu ouvres un resto, tu étais parti pour pas faire d'études, c'est ça? Parce qu'en général, t'es sur des... J'étais vraiment l'école parti pour pas faire d'études. L'école et toi, compliqué quoi? Ouais, l'autorité compliquée, les contraintes compliquées. C'est-à-dire que si je bosse pour quelqu'un, ça va être très dur de tenir mes heures, alors que en bossant comme je fais aujourd'hui, je fais des heures incroyables comme toi pour Mad, tu vois. Et puis l'apprentissage dilué est très compliqué. C'est-à-dire qu'en cours, je m'étais tenu un tableau une fois et j'avais constaté que j'apprenais 20%. En une heure, on avait 20% d'apprentissage et 80% d'autres choses. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il y a des matières, je n'allais qu'au contrôle. Un jour, je suis rentré chez moi, cette anecdote est vraie, et il y a ma mère qui a graffé plein de feuilles, tu vois. C'était mes feuilles de Fabien était absent ou retard et tout. Et je fais, mais tu fais quoi? Elle me fait un calendrier. Est-ce qu'il y avait un retard ou une absence par jour, quoi, tu vois. J'adore apprendre, hein, mais l'école ne satisfaisait pas à ma manière d'apprendre. Et ça me cassait la tête, et donc j'ai toujours dit que je n'irais pas plus loin que le bac, et que je bosserais, et que j'apprendrais différemment. Et comme moi j'apprenais au travers les livres, comme j'ai toujours fait, j'ai aussi fait des formations dans des domaines, mais des domaines improbables. J'ai fait une formation d'hypnose de 3 semaines, des trucs comme ça, tu vois. Mais tout ce qui m'intéressait, au moins je l'apprenais, mais vraiment je pouvais pas faire d'études. Donc il fallait effectivement être malin et trouver des manières de gagner sa vie. Et alors je pense par exemple aux lectrices de Mademoiselle qui vont écouter ce podcast et qui sont peut-être dans ton cas, mais t'étais pas en échec scolaire en fait, c'était juste l'école n'était pas fait pour toi. C'était juste pas fait pour moi, quoi. Ceci dit, t'arrivais quand même à t'accrocher. J'arrivais à m'accrocher à avoir des notes, mais le truc, c'est que j'aurais pu avoir des très bonnes notes, tu vois. Bien sûr. J'ai juste maintenu le truc, je pense. Si t'as une bonne mémoire, normalement, oui, c'est ça. Ton J'avais quart, un cours de mécanique appliquée, donc tu sais, on construit des ponts avec les forces et tout. Ah, ça me cassait la tête grave, tu vois. Et puis le prof était ennuyé au possible. Donc là, j'allais juste au contrôle. Avant le contrôle, je récupérais les cours sur les copains. Et j'ai dû avoir 10, 12 de moyenne, tu vois, 10, tu vois, juste maintenu. En fait, je maintenais ces matières-là, quoi. Donc non, pas d'échec scolaire, mais vraiment aucun intérêt, quoi. C'est marrant que toi qui es beaucoup dans l'optimisation, tu te sois pas dit, tiens, je vais optimiser mon parcours scolaire et d'avoir le meilleur bac possible, par exemple, pour pouvoir après aller dans des écoles plus grandes, tu vois, et d'enlever l'aspect ok, en fait l'autorité c'est chiant, le système c'est chiant et tout, mais je vais en chier pendant 3 ans. Enfin, tu vois, avec le recul, je me dis c'est marrant que t'aies pas choisi cette option là, peut-être que tu l'avais pas à l'époque. Moi j'ai 2 mots clés, c'est l'autonomie et la liberté, et je pense que ça passait que par le fait de gagner sa vie. Tu vois, y avait un vrai truc comme ça de faut que je gagne ma vie, faut que je dépende de personne. Je suis parti assez tôt de chez mes parents aussi, tu vois. Et je suis parti de chez mes parents à 17 ans, donc j'ai commencé à travailler quand j'étais au lycée, tu vois, pour payer mon loyer. C'était ça, en fait, mes goals. Et vraiment, j'aurais peut-être pu faire ce que tu dis si j'avais eu un projet de métier, mais j'ai jamais eu de projet de métier, j'ai jamais eu de but dans la vie, tu vois, autre qu'être autonome et libre, tu vois.
J'ai pas décidé de faire du théâtre, j'ai pas décidé de faire des vidéos, j'ai pas décidé de rien, quoi, tu vois. Je me laisse vraiment porter comme, comme un t-shirt dans les toilettes le matin, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, sans goal, c'est très dur de se motiver à optimiser quelque chose. Tes parents, ils vivaient comment, le fait que tu te dises niette ils faisaient quoi Enfin, ils font quoi tes parents dans la vie? Mon père était peintre en bâtiment et ma mère, elle a été couturière puis mère au foyer parce qu'on était 3. Et c'était un peu compliqué à aborder parce que déjà, on valorise plutôt l'effort et le travail manuel chez moi. Donc, j'étais celui qui lisait des bouquins, tu vois. Ça pouvait agacer vite fait mon père si je lisais dans le salon pendant qu'il regarde la télé. Tu peux pas regarder avec nous. Tu vois, c'était un peu ça, c'était pas méchant, hein, ouais, bien mais sûr. c'est pour donner un peu l'environnement. Et après, comme ma sœur et mon frère n'avaient pas fait vraiment d'études traditionnelles, on va dire, ils ont fait CAP, BOP, il y avait par contre des gros espoirs, quoi, tu vois, sur Fabien, quoi, tu vois. Sauf que moi, ça a toujours été clair, j'irais pas après le bac, quoi, tu vois. Et donc ça a été une énorme déception pour ma mère. Mais très grosse, hein. À un moment donné, on s'est plus trop parlé pendant 2-3 mois après le bac. Après c'est revenu évidemment, mais c'était juste de la déception de sa part parce que on habite en campagne. Elle avait cette image de fierté aussi si mon gamin fait des hautes études, mais je n'avais pas du tout envie. Je comprends. Désolé maman. Désolé maman. Mais j'ai fait l'Olympia, c'est bien. Est-ce que c'était un goal de dire d'avoir une forme de revanche aussi, enfin de revanche sympa, quoi, tu vois, mais de venir dire à tes parents, ok, ça c'est un truc, sans doute vous connaissez, quoi, l'Olympia. L'Olympia non, mais j'ai une super anecdote sur ma mère à l'Olympia, mais j'ai pas été revanchard via l'Olympia, mais j'ai été revanchard via mes bouquins. Mes bouquins, ils se sont vendus à plus de 200 000 exemplaires dans 6 pays différents. On s'en sert dans des cours, c'est dans les CDI des lycées. Et tu vois, là, je l'ai vraiment verbalisé ça à ma mère. Je fais, t'as vu, pour un mec qui est pas allé plus loin que le bac, apparemment, je dis des trucs pas trop cons, quoi. Tu vois, pour lui dire, c'est pas le diplôme qui faisait aussi que l'intérêt de mes connaissances ou de ma curiosité, quoi. Tu vois, c'était pas obligé d'être validé par des diplômes de bac plus. Ça me gonfle, quoi. Tiens. T'avais un peu de colère en toi, c'est ça, par rapport à ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, un peu de colère de se dire, putain, donc sans étiquette, on peut pas avoir confiance, tu vois. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu fais maths, etc. Je connais pas ton parcours, mais je vais dire, mais t'es allé jusqu'à quel âge dans l'école de journalisme? Et si tu me dis que t'en as pas fait, je vais faire, ah ouais. Du coup, pas tellement d'intérêt. Sauf que la preuve est là, et la preuve est toujours plus forte et toujours plus concrète que le CV, quoi. Il y a que ça qui m'intéresse. Les personnes avec qui je travaille, je m'en fous royalement de leur CV, quoi. Tu vois, je veux juste voir si ces personnes sont énergiques, sont malines, et ça me suffit, quoi. Tu vois, et dans ces cas-là, on peut travailler, quoi. S'il y a la curiosité on peut y aller. Donc oui, le fait que ma mère ait ces petites œillères de il faudrait vraiment faire une école d'ingénieur, ça serait très très bien, mais pourquoi foutre? Je veux pas être. C'était vis-à-vis de l'environnement aussi, c'était aussi, une forme de validation sociale. Ouais, c'est sûr. Et c'est normal, hein, en vrai, quand on y réfléchit, il n'y a pas de. Il y a vraiment aucun ressenti négatif vis-à-vis de ça, quoi. Mais juste le livre, je lui ai mis dans la gueule avec un petit côté revanchard, quoi, tu vois. Pour resituer, on reparlera de ton livre plus tard, mais j'ai juste une anecdote par rapport au fait de ne pas lire les CV, parce que je lis pas les CV non plus, moi. Ça m'intéresse pas, je lis les lettres de motivation. Ouais. Ceci dit, envoyez-moi quand même des CV parce que ça m'intéresse. M'envoyez pas de CV, c'est chiant. Oui. Mais on regarde toujours par curiosité, mais c'est pas l'essentiel du truc. Ceci dit, je découvre par exemple que 2 ans plus tard, qu'une fille qui a travaillé chez Matt pendant 1 an et quelques dessine de ouf. C'est vrai? Sur son Insta. Elle a publié hier. Elle s'appelle Alison. Si elle écoute, je lui fais coucou. Elle a publié un dessin de ouf d'elle. Et elle était rédac beauté chez Matt, donc elle n'était pas du tout venue pour faire ça. Et où elle met j'ai décidé d'arrêter d'avoir 80 ans dans ma tête et de publier les trucs que je sais bien faire sur. Et je lui dis, mais donc toi tu dessines? Elle fait, tu sais, j'ai fait les SAT avant, mais monsieur, tu lis pas les CV. Bah, non. Je ne savais pas. Non, fallait mettre un dessin sur ton CV déjà pour commencer. Exactement. Et elle m'a jamais proposé, tu vois, par exemple, de venir faire des dessins ou de venir illustrer des trucs. Si elle l'avait fait, en fait, j'aurais fait, bah tu sais dessiner, toi. Elle m'aurait fait, bah oui, couillon, regarde ce que je sais faire. J'aurais fait, ah d'accord. Ouais, mais aussi, c'est individuellement qu'on doit montrer ses forces. Hein. Si tu sais faire quelque chose, il faut être force de proposition dessus, quoi. C'est ça. Et souvent, on t'apprend dans les écoles à justement
pas désobéir à l'autorité, fais bien ce que il faut que tu à une fasses. fonction. Et même quand on est dans chez Mad où c'est une culture plutôt très libre, tu vois, tu peux arriver en disant tiens, j'ai cette idée-là. En fait, si tu as pas intégré ça toi dans ta tête, c'est compliqué, quoi. Tu vois que tu peux le faire, au moins proposer. Au pire, tu fais quoi? Tu prends un râteau, quoi. Non, mais c'est ça. Juste dire bah non, désolé, c'est pas le moment. Machin. Au pire, c'est non. Elle est géniale cette phrase. Au pire, c'est non. Ça ne change rien à ta vie. Au pire, c'est statu quo, quoi. Au pire, c'est non. Donc il faut essayer. Pour revenir à ton parcours, donc tu fais 2-3 ans cette histoire de resto là, et donc là rien à voir avec le mentalisme ou la magie ou quoi que ce soit. Totalement. Tu faisais pas des tours de magie à tes clients. Non, c'est vraiment en plus j'en faisais pas du tout, à part leur faire croire qu'ils avaient envie de reprendre du rhum, mais sinon on marche mieux sur l'alcool. Petit Dijon. On avait vraiment une spécialité dans le resto, c'est le petit rhum arrangé, c'est Denis qui faisait ça. Donc rien à voir avec la Savoie, et on en offrait souvent un godet à la fin, et puis quand on a un dans le palais, t'as envie d'en reprendre. La spécialité savoyarde, le rhum arrangé. Et après ça, fin du game pour ça, et je me dis bon, je vais exploiter ce que je sais faire, et je monte une boîte qui s'appelle Annie Birthday. C'est des anniversaires à domicile, donc pour les gamins. Et parce que je me sens pas du tout legit à faire ce que je fais en mentalisme ou en magie à des adultes. Ah. Ouais. Et donc je me dis je vais faire ça en anniversaire à domicile. Et là il y a 2 trucs qui se posent à La Rochelle, c'est que cette activité n'existe pas et il n'y a pas de boîte. Donc il faut commencer à faire connaître déjà cette possibilité et se dire ok, je paie quelqu'un pour s'occuper de l'anniversaire de mon gamin à la maison, etc. et faire connaître ta boîte en même temps. Donc je le fais, je me fais une étude de marché en allant poser des questions sur le parking de Toys R Us avec un badge Toys R Us complètement fake que j'ai imprimé moi-même parce que t'as pas le droit de le faire, et puis je monte cette boîte et puis ça fonctionne, quoi. C'est rigolo, mais c'est pas non plus délirant, mais au point quand même que j'engage des étudiants qui ont le BAFA. Et je leur apprends aussi des tours, etc. Ah, oui. Comme ça, je les envoie sur d'autres anniversaires et tout. Et puis, c'est comme ça que j'ai décroché mes premiers contrats adultes de mecs qui me disent... Bon, je te saute plein d'étapes, hein, mais qui me disent moi, j'ai mon anniversaire, j'aimerais bien que vous veniez faire des tours et tout. Et je me dis, ouais, cool. Ce qu'il faut savoir qu'en parallèle de tout ça, il y a juste un truc que t'as pas, c'est quand je suis au lycée, pour retirer de l'argent, je fais des tours de magie au pourboire sur les terrasses des restos à La Rochelle. J'appelle ça un retrait. C'est-à-dire que j'avais une méthodologie, je fonçais à une terrasse, je faisais des tours de magie aux tables, etc. J'amenais au pourboire, et puis avec cette thune-là, je faisais la fête le soir. Voilà, c'était une petite technique. Donc j'avais quand même fait des trucs pour les adultes comme ça, mais juste pour voir. Et donc je décroche un peu plus loin qu'Annie Birthday, les premiers contrats comme ça et tout. Je me dis c'est très très cool. Et donc 1 an après l'ouverture d'Annie Birthday, je ferme la boîte en me disant ok, on revoit toute la copie. Ça, je fais ça tous les ans de toute manière dans ma vie. Je revois toute la copie. Ouais. Tu fermes pas tes boîtes toutes les ans. Non, mais revoir la copie, de se dire c'est pas parce que c'est comme ça et parce que ça fonctionne que je vais continuer, quoi. Tu vois, c'était le cas pour Resto que j'ai fermé, pour Annie Birthday que j'ai fermé 1 an après, en me disant ok, en fait je préfère vraiment travailler pour les adultes que pour les enfants, je vais pas continuer à faire ça et tout. Et donc je me lance un peu plus en magicien et mentaliste. On dit pas trop le mot mentaliste à l'époque parce que ça fait peur, du coup t'as moins de contrats. Et je décroche mon premier contrat à l'étranger en Inde avec un mec qui me dit voilà, j'ai un contrat pour vous en Inde, 15 jours pour Sony TV et tout. Je fais ok, cool, vous parlez anglais, c'est donc combien de temps? Il fait c'est dans 6 mois et tout, en novembre. Je fais ouais, je parle très bien anglais, bien sûr je le fais en anglais. Complètement faux, évidemment, c'est un gros mensonge. Et donc je me dis j'ai 6 mois pour au moins être correct dans ma prestation en anglais. Voilà. Et donc je le fais, et pendant ça je fais mes contrats adultes, et là ça se passe bien, mes 15 jours en Inde, et du coup je me rends compte aussi d'un truc, c'est qu'il y a assez peu de francophones qui acceptent tous les contrats à l'étranger, parce qu'on est très papier, signature, garantie, mais en fait c'est assez rare d'avoir ça, quoi. Tu vois, j'ai bossé au Qatar, c'est une catastrophe, en Inde c'est une catastrophe de ce côté-là, mais par contre jamais eu un problème, j'ai toujours été bien payé, en temps et en heure, dans des beaux hôtels. Et du coup, moi, comme je suis souple et que je crains pas ça,
je commence à décrocher plein de contrats. Voilà, pas parce que je suis le meilleur, mais parce que je suis le plus souple, on va dire. Et vraiment, sans regret, parce que aucun problème de ce côté-là. Et voilà, la continuité de ma vie jusqu'en 2011, c'est bosser partout à l'étranger et un petit peu en France, soit en spectacle, mais c'est pas vraiment un spectacle, c'est un show, c'est des démos. Il n'y a pas de la culture du théâtre encore à ce moment-là. Soit en conférence aussi, où je donne des conférences et des petites formations sur la mémoire, ce genre de choses. Voilà. Et puis ponctuellement, par le hasard des rencontres, je fais le Festival du Rire des Caraïbes et le Festival du Rire de Tahiti, en improvisant un petit truc sur scène et en faisant du close-up dans les files d'attente. Ça, c'est très américain de faire ça avant le spectacle, en fait. Donc, je me souviens qu'il y avait à l'époque Foresti qui était aux Antilles sur le festival, et moi, je faisais des tours de magie à la file d'attente. Et voilà, ça, c'est toute ma vie jusqu'en 2011, où j'arrive à Paris. Et tu disais tout à l'heure, tu as fait de l'hypnothérapie, mais tu as été hypnothérapeute aussi pendant un moment ? Pas du tout. J'ai pas été hypnothérapeute, mais j'ai la formation. C'est le plaisir de ma vie, c'est de faire des formations sur des domaines où j'ai pas forcément envie de faire quelque chose avec, mais j'ai envie de comprendre ça, pourquoi ça marche, comment ça marche, etc., etc. Donc j'ai fait un peu d'hypno sur les amis d'amis pour des problèmes de je me ronge trop les ongles et j'ai envie d'arrêter de fumer, tu vois. Mais ou une amie justement aussi artiste qui voulait une petite tête dans sa démarche de moins manger, etc. Donc voilà, ce genre de truc je le fais avec plaisir quand il y a le temps et tout, mais je jamais ouvert de cabinet, et puis je veux pas, j'ai jamais voulu, tu vois. Mais par contre, je voulais savoir ce qu'était ce métier. Ah, c'est fabuleux, d'accord. Et donc 2011, on revient un petit peu de ce que tu disais, c'est ça, le spectacle d'Arnaud Cousson. Ouais, c'est ça. 2011. En fait, 2008, je rencontre quelqu'un à Royan sur un contrat. Donc ça, c'était un contrat en France à Royan, un village de vacances. J'avais eu le plan via un truc que j'avais fait sur le bateau de croisière, tu vois, parce que j'ai fait aussi du bateau de croisière. Bien sûr. Évidemment. Que je conduisais, c'était mon bateau, tu sais, le mec il va trop loin. Et je rencontrais une fille avec qui ça se passait très bien et tout, et en 2011 j'ai envie de plus la voir, je trouve qu'on ne se voit pas assez, et elle habite à Paris, elle est danseuse, et je dis ok, je déboule à Paris, quoi. Et je viens à Paris, mais je m'ennuie, parce que j'ai rien à faire. Et pour le coup, je me souviens d'un mec que j'ai rencontré à Yalta en Ukraine sur un bateau de croisière et qui m'avait dit, lui il faisait des visites pour faire des cachetons pour rester intermittent, tu vois. Il m'a dit j'ai des potes qui ouvrent un petit théâtre à Paris qui viennent de reprendre, ça s'appelle Les Trois Bornes et tout. Ouais. Et du coup je rappelle de ce pote Jérôme et je lui dis mais il y a moyen que je le rencontre. Il me met en contact donc avec Nico à l'époque des Trois Bornes et je vais le voir et puis je fais voilà, moi je fais la magie du mentalisme, de l'humour. Il fait nous on fait pas ça ici. Et je le saoule, quoi. Je mets 5 minutes de démo, je vous fais une démo de 5 minutes, c'est quand même possible. Il me fait ouais, il appelle Constance et je crois qu'il y avait Valentine aussi, et je leur fais un truc de 5-10 minutes. Mais tu vois, là si on remonte à l'époque où quand je faisais de la rue au pourboire sur une table qui ne m'a pas demandé, qui veut pas voir à la base et à qui il va falloir me donner des sous, j'avais intérêt à être bon. Donc je fais exactement ça avec eux en fait, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de convaincre rapidement. Et du coup ils font écoute ok, ça marche. Et si tu veux on va faire ça le mardi à 19h une fois par semaine et tout, je fais cool. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai adoré le théâtre après, j'ai jamais quitté, mais il n'y a jamais eu un plan. Tu vois vraiment pourquoi j'ai foutu le pied dans un théâtre, c'est parce que je suis à Paris, parce que je suis avec une fille que je veux voir plus souvent, et je m'ennuie. Et comme ce mec m'a parlé il y a 1 an, quand on était à Yalta, d'un théâtre, je me dis, il y a peut-être moyen que je fasse un truc dans un théâtre. C'est comme ça que c'est parti. Waouh. Pas de goal. Mais par contre, dès qu'il y a un truc qui plaît, c'est de le saisir et de se dire vas-y, je vais me donner à fond, quoi. Ça, c'est cool. Donc justement, c'est ce que tu disais, c'est que une fois que tu t'es dit ok, c'est intéressant, je vais monter sur scène, t'essaies de comprendre comment ça marche, parce que pour le coup, t'écris tout seul. Enfin, faut expliquer aux gens, mais c'est un truc qui est assez rare. Très souvent, désolé si vous écoutez ça que je regarde je regarde l'enregistreur à ce moment-là parce que je suis en train de parler aux gens, mais c'est ridicule. Ils ne sont pas. Je les vois là. Ils ne sont pas dans l'enregistreur. Enlève les doigts de ton nez, toi, je te vois aussi. Mais souvent, les artistes qui sont sur scène ne sont pas forcément les auteurs. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément le cas. Toi, t'écris tout seul. Ouais, j'écris tout seul. Je me mets en scène tout seul. Ouais, avec un regard très critique en plus. Donc, par exemple, tu vois, tu parles de l'enregistreur. Moi, j'enregistre en audio mes spectacles, mais vraiment très, très, très souvent. Et je débriefe ma mise en scène à l'audio. Et je peux te dire que c'est terrible par rapport à ceux qui se filment,
Parce qu'à l'audio, quand t'as une perte de rythme, quand t'as un rire qui est pas terrible, quand tu le prends silence avec une violence, et là tu peux pas dire non mais si ça passe, non ça passe pas du tout, tu vois. Et je le travaille comme ça, mais oui je fais tout ça tout seul. Ouais. Et comment tu fais alors pour apprendre au fur et à mesure? Tu essaies de comme tu dis, tu vois. Regarder les spectacles 2 fois. Une fois tu viens le voir et tu l'apprécies. Tu vois, il faut vivre ça pour pouvoir après analyser. Après, une fois, tu reviens et t'analyses. Et tu vois, un spectacle que j'ai vu un nombre de fois incalculable, c'est il n'y a pas si longtemps, hein, c'est l'exoconférence d'Astier, tu vois. Tu te dis pourquoi il a fait ces choix-là, en fait. Pourquoi son sketch il est si peu long? Comment il fait ses transitions? Pourquoi à tel moment donné je me suis un peu ennuyé moi? Pourquoi lui je m'ennuie jamais? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ça je me le suis dit pour des spectacles et vraiment tous les spectacles où je me suis jamais ennuyé, c'est les spectacles où il n'y a jamais de noir durant le spectacle qui s'enfile durant 1h30 et c'est pour ça que mon spectacle est comme ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment regarder et réappliquer ou si je réapplique pas, je sais pourquoi, c'est une décision, tu vois, et il n'y a rien qui est au hasard comme ça, quoi. Un petit peu de mal avec laisser les choses au hasard, un petit peu monomaniaque, psychorigide. Donc regarder. Et après, j'ai vraiment aucun problème avec l'échec, puisque c'est l'histoire de ma vie d'avoir des échecs aussi, quoi, de me casser la gueule tout le temps. T'as pas l'air d'avoir raté trop de trucs là, tu vois. Ouais, mais parce qu'on parle que des finalités, mais tu vois, le spectacle, par exemple, j'ai passé tous les soirs au moins une ou deux scènes ouvertes par soir à tester des choses. Mais quand je te dis tester, je pourrais avoir l'idée dans le métro avant d'arriver à la scène ouverte, tu vois. Donc tu te prends des fours. Et c'est pas gênant, quoi, tu vois, parce que pour moi, c'est ça, la cuisine, quoi. On teste des trucs. Et donc je me suis énormément fracturé avant d'avoir des choses intéressantes. C'est comme ça aussi que j'ai pu signer des cabarets. Je jouais au Don Camilo aussi le soir et je jouais chez ma cousine. Pas ma cousine, c'est un cabaret qui s'appelait chez ma cousine. Et là-bas, c'est génial, tu joues devant des mecs qui sont là, en général, pour le salon de l'agriculture ou le salon des peintres en bâtiment, tu vois. Ils sont pétés comme des coins, ils ont envie de bouffer, et de toute manière, ils s'en foutent de toi, et personne ne te respecte. Il y a vraiment quelqu'un, le serveur peut arriver, et pendant que tu fais ton sketch, te passer un plat en disant, tu peux mettre ça sur la 2, là, s'il te plaît? Tu vois. Et j'ai joué là-dessus, quoi, tu vois, et c'est génial parce que tu apprends, tu te dis si j'arrive à les avoir, tu vois, c'est bon. C'est à l'époque que je rencontre Jeff Panaclock qui est aussi en cabaret avec moi. Jeff, s'il est si bon dans la réactivité des vannes, c'est parce qu'on a vécu ça en fait. On n'avait pas le choix, c'était de la survie, quoi. C'est sûr qu'on se faisait bouffer par le public et qu'on revenait pas le lendemain. Donc voilà, beaucoup joué, beaucoup d'échecs. Pour aussi comprendre et construire. Et c'est pareil, quand je te parle du resto qui marchait, au départ, nos formules n'étaient pas bonnes, elles ne marchaient pas, je me cassais la gueule, je me prenais des jus. Quand je te parle des anniversaires au domicile, les premiers, j'ai remboursé les clients tellement c'était de la merde et que je le voyais, tu vois. Donc je passe toujours par l'échec, en fait. Mais par contre, j'en tire des conclusions, quoi. Et il y a aussi un autre facteur qui est important dans ton spectacle qui est assez rare, c'est que tu fais monter des gens sur scène et tu les fais vraiment participer autrement que juste en disant comment tu t'appelles, c'est quoi ton prénom, vraiment. Donc, j'imagine que ce facteur-là aussi, toi aussi, tu te mets en danger perpétuellement, en fait. En fait, il y a un avantage, c'est que je vis jamais le même spectacle et ça me fait du bien, tu vois. Et il y a un inconvénient, c'est du coup, j'ai pas les clés du spectacle dans les mains à 100%. Tu vois, j'ai un squelette complet, j'ai une écriture, mais après, ça va aussi dépendre de la personne. Et c'est ça qui est beau, en fait, quoi. Et c'est ça qui se ressent aussi, hein, je pense, quand on est côté public. Les personnes qui montent, de toute manière, c'est toujours bienveillant. Assez vite, j'ai pas de problème à ce que les gens montent sur scène parce qu'ils voient que je suis pas là pour humilier, pour faire des vannes sur la personne. On va faire un truc ensemble. Et le public, en général, constate assez vite que je fais partie moi-même du public. En fait, une espèce d'ensemble, on fait le spectacle ensemble, mais du coup, il se passe des choses exceptionnelles, tu vois. J'essaie toujours de faire monter des gens, je fais une petite analyse de profil, donc des gens qui sont pas trop timides, et pas trop extravagants non plus, parce qu'il faut pas qu'ils prennent le spectacle à ma place, mais pas trop timides, parce que si je leur dis quelque chose, il faut qu'ils puissent me rembarrer aussi. Ils ont cette liberté-là. Et quasiment chaque soir, j'arrive à trouver des... Comment tu fais pour scanner les gens comme ça depuis ton public? Ouais, mais si je leur dis, ils vont faire attention après. Non, je les suis dans la rue pendant une semaine avant. Ne vous inquiétez pas. En général, j'ai 3-4 vannes au départ qui sont dans des thèmes différents et une question que je pose au public. Et... déjà tu pressens un peu 2-3 personnes qui pourraient être intéressées, et quand je fais ces vannes là ou que je pose cette question au public, je fais gaffe à leur réaction à eux, et en fait 10 minutes, 15 minutes avant, moi je sais déjà qui je vais prendre,
et ça me permet de voir un petit peu, tu vois. Donc pour expliquer un peu, tu fais monter les gens sur scène Oui. et tu leur demandes par exemple de penser, enfin tu leur fais des Trucs de mentaliste. Des trucs de mentaliste, voilà. Ouais. Mais c'est pas de l'hypnose, voilà, c'est plus essayer d'influencer quelqu'un vers un choix que j'ai envie, mais en plus la personne le sait, donc c'est très... ou, lui demander de penser à quelque chose et d'essayer de déduire cette chose-là, voilà, et tout ça mélangé avec l'humour évidemment, et aussi avec un peu de pédagogie, parce que j'explique en partie en même temps comment je fais pour que le public puisse essayer de le faire en même temps que moi. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup, quoi. C'est d'ailleurs c'est l'une des grosses caractéristiques de l'inédito de ta chaîne YouTube, de venir. En fait, tu es en train de filer tes. Ouais, c'est ça. Comme ça, j'aurais plus de métier. C'est David Copperfield qui est en train d'expliquer comment marchent ces tours de magie, c'est chaud, quoi. C'est ça. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que il y en a qui m'ont dit, mais t'auras plus de métier, tu vas plus jamais réussir à bluffer les gens. Et en fait, ça n'a rien changé. Au contraire, j'ai plus l'attention des gens qui sont moins dans mais comment il fait, qui sont plus de ah ouais, d'accord, tu vois, et qui sont bluffés quand même quand j'y arrive. Parce que si toi tu fais du piano et demain tu fais du piano depuis 30 ans, tu vois, et demain tu m'apprends à faire un morceau. Quand toi tu vas jouer ce morceau, je vais quand même être bluffé. Parce que c'est pas parce que je sais le jouer que je sais vraiment le jouer comme toi, tu vois. Et ben il y a un peu de ça, quoi, tu vois, dans mon spectacle. Je t'explique, tu comprends et tout, mais par contre, comme je le fais avec précision et rapidité, et que des fois tu le vois pas venir, tu fais ah ouais, putain, bah ça par contre, tu vois. Donc en fait, on peut être pédagogue, éduquer les gens, pas les prendre pour des jambons et que ça fonctionne quand même, quoi, tu vois, ça bluffe quand même. Donc cette chaîne YouTube, justement, pour revenir dessus, si je me trompe pas, tu l'as créée en 2011, donc il y a vraiment très très longtemps, c'est ça? Elle a été créée en 2011 pour mettre le teaser du premier spectacle, et après elle n'a rien eu jusqu'à 2016. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ok, il faut que je vais me lancer dans... Alors j'imagine sans doute l'idée d'apprendre, de faire un nouveau truc, d'apprendre des vidéos? Bah alors, il y a deux choses. Il y a déjà Verino qui me dit... Alors oui, parce que Verino, à l'époque, est en train de Il fait le Didon Internet. Voilà, et ça marche très bien. Ça marche très fort. Et puis, comme je fais souvent ses premières parties, quasiment toujours, Verino m'a toujours pris en première partie, avec en plus ce regard de « vas-y, teste des trucs, si tu te plantes, on s'en fout ». Donc, vraiment très bienveillant. Il m'a beaucoup aidé, Olivier. Il lance donc ça, à chaque fois, il me dit « Alain, quand est-ce que tu fais ta chaîne ? Quand est-ce que tu fais ta chaîne ?» Et je dis « Non, mais j'ai pas le temps, en fait, pour ça, quoi. » Et au mois de novembre 2015, fin novembre, je dis à Verino, je dis putain, tu sais ce qui serait très fort, très très fort, hein, si un mec veut arriver demain sur Internet, c'est qu'il fasse une vidéo par jour pendant 1 an. Et ça, il va prendre des skills de ouf en réal, en montage, en machin. Il va aller beaucoup plus loin dans sa créativité parce qu'il va être obligé, un peu comme Louis C.K. qui réécrit des spectacles et tout, il va être obligé d'aller très loin au fond de lui dans sa créativité, etc., etc. C'est une bonne idée, hein, dites-donc. Ouais, et moi, j'ai un nouveau spectacle à écrire. Et le problème, c'est que quand j'ai des idées comme ça, et je me dis, mais moi, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps. Mais ça galope, tu sais, ça tourne, tu penses qu'à ça. Tu dis, ah, et puis le mec qui fera ça, il faudrait aussi qu'il s'organise comme ci, comme ça. Et le mec qui ferait ça, bah, si j'étais lui, je ferais ça, ça, ça. Et puis en décembre, je dis, bon, bah, je vais le faire. Et comme je suis psychorégique, je me dis, oh, en plus, on peut faire du 1er janvier au 31 décembre. C'est très joli, ça. Et je me mets à le faire. J'ai aucune compétence en montage, j'ai aucune compétence en tournage. J'ai pas le temps de faire ça. Il faut bien que je vive et je continue à jouer et tout ça, machin. Et je le fais parce que je sais pas que c'est si compliqué à faire. Et puis, je découvre aussi une autre forme d'expression, j'adore. Et comme j'écris le nouveau spectacle en même temps, je me dis, ça c'est génial, je puise dans une créativité différente et tout. Et assez rapidement, je comprends ce qu'est YouTube en 1 mois, donc en 30 vidéos. Et je me dis, putain, c'est vraiment génial. Une fois que j'ai compris, parce que moi, au début, j'avais même pas compris le principe des chaînes et tout ça. Hein, vraiment, j'ai découvert ça sur le tas, quoi. Ah, ok. Et je me dis, putain, c'est trop bien. Du coup, je me prête au jeu et je me dis, ok, je commence à avoir un goal. Mon goal, c'est d'avoir 12 000 abonnés au 31 décembre. Ça fait 1000 par mois, tu vois. Là, je considérais que ça a été un succès. Tu vois, et du coup à la fin de l'année on était 250 000 et c'était trop incroyable et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est de faire ça en vrai, hein, parce que de là découle après encore beaucoup de choses, quoi. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que j'ai écouté une interview de toi où tu dis en fait moi mon objectif c'était juste d'apprendre à faire des vidéos. C'est ça. En fait je voulais être, il y avait trois objectifs très précis: être à l'aise devant une caméra. Je venais de faire le JT de France 2 à l'époque, ça avait été une catastrophe. J'ai tendance à être empathique au point de coller à l'émotion de la personne qui m'interviewe. Du coup, j'étais pas moi.
Ah oui, oui. La personne, si la personne était calme, j'étais très calme comme ça, aucun sens. Apprendre à faire des vidéos, à les tourner, à les monter, et comme ça, pas dépendre de quelqu'un quand j'ai besoin de faire un projet, et chercher dans ma créativité. C'était ça les goals de base. C'était pas du tout faire des vidéos qui fonctionnent. Je me suis dit, tu vois, c'est une niche. Tu vois, si c'est ça, à la fin, vraiment, au bout d'un mois, je me disais, s'il y a 10, 12 000 personnes qui suivent, ce sera un succès, parce que c'est pas un sujet non plus fédérateur de ouf, quoi. Tu vois. Et tu as tout de suite l'idée de te dire, je vais parler effectivement du mentalisme, mais je vais surtout montrer les trucs. Ou c'est venu un peu plus tard? Ouais, pas vraiment, parce que au départ, je faisais vraiment des tours. Tu vois, le truc, c'était de faire un tour par jour, d'ailleurs. C'était vraiment ça, ma vraie idée de départ. Hein. Un tour par jour sur la chaîne. Et en fait, au bout de 2 mois, tu as fait 60 tours et toi-même, tu te lasses de ton propre contenu. Et c'est là où j'ai commencé à me poser les bonnes questions mais de quoi j'ai envie de parler? Bon, de mentalisme, c'est ma passion. Quoi que je fasse, j'ai envie de parler de ça. C'est l'ami très chiant quand même. Donc, je vais parler de ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour en parler de manière plus intéressante? Et je me risque à tenter une petite explication d'un petit truc mental. Je crois que c'était pour retenir. Oui, le projet que j'ai fait dans le genre, c'était être capable de dire quel jour de la semaine tombe n'importe quelle date de l'année. C'est un truc que je fais qui m'amuse et je me dis tiens, je vais leur expliquer comment ils peuvent le faire parce qu'en soi c'est pas compliqué si tu sais le faire. Et cette vidéo, elle cartonne pas, mais par contre elle marche bien. Il y a beaucoup plus de retours par contre que d'habitude. Et je me dis ok, donc on va arrêter de dire que les gens ont envie juste de voir des conneries sur internet en fait. Ils ont envie de. Et c'est comme ça que ça me rassure en fait et que je me lance plus là-dedans. Ok. Effectivement, à la fin de ton année, t'es 250 000. Ouais. T'es toujours autoproduit. Oui. Et encore aujourd'hui, Oui. t'es autoproduit. Ouais. C'est toujours dans cette décision de vouloir être libre. Autonomie et liberté. Non, mais c'est vrai. Le spectacle, je l'ai autoproduit longtemps pour une raison qui était qu'on m'a pas proposé de me produire déjà au départ. Et après, quand on a proposé de me produire, j'avais déjà trop compris ce métier, j'étais déjà trop en place dans mes mécaniques et quel intérêt toi qu'on me produise quoi, tu vois. Donc et la chaîne, pareil. Après, j'ai eu des propositions. De trucs de partenariat de partenariat et puis de chaînes de télé qui veulent financer un peu le truc et je me suis non en fait quoi, tu vois. Il y a même une émission de télé qui a voulu me récupérer en chroniqueur, c'était C'est à vous sur France 5, belle émission hein. Ça, c'est vraiment à une époque de ma vie j'aurais fait yeah, et là tu dis ok c'est 5 jours par semaine. Donc je vais dédier ma vie à ça plein temps quoi, okay. Parce que je vais pas faire le truc à moitié, donc je vais mettre le reste des projets entre parenthèses. Et en fait, non, parce qu'à la fin de ce contrat, qu'est-ce qui me dit que je continuerai là-dedans? Et donc, j'ai préféré privilégier tout ce qui est tous les trucs où j'étais libre. Tu vois. C'est intéressant. Hein. Ça devient d'où? Alors là, ça, je sais pas. C'est vrai? Ouais, non, je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis un petit con. Je sais pas. Peut-être que j'aime pas trop. Envie de liberté. Je sais pas. Ouais. Mais en fait, j'ai un rapport au temps hein, déjà. Hein. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, j'ai vécu 50% de ma vie, tu vois, quasiment. Par rapport aux statistiques, aux excès que j'ai pu avoir, à ceux que j'ai pas eu, mais j'ai vécu à peu près 45 à 50% de ma vie. J'ai vraiment conscience de ça, quoi. C'est, depuis tout petit? Mais depuis toujours, le temps me fascine. J'ai une fascination pour le temps. Le spectacle qui s'appelle Singularité, c'est en référence au Big Bang et au temps imaginaire. Et c'est la naissance du temps réel qu'on connaît, le Big Bang. Là, le prochain livre que je sors, là, le 3 octobre, ça s'appelle Votre temps est infini, c'est sur le temps. Et depuis tout petit, j'ai un rapport au temps. Et des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai compris que le temps passe. Faites gaffe, les gars, tu vois. Et du coup, si le temps passe, il n'y a aucune raison de se faire chier, quoi, tu vois. Et j'ai aucune raison valable de subir de contraintes parce que le temps passe. C'est vraiment ça, quoi, tu vois. Même dans mes relations personnelles, donc de couple, quand ça allait plus, j'ai arrêté. Il y a pas... Ça me brise le cœur. Je suis pas courageux, tu vois, pour rompre. Je suis comme tous ces mecs un peu lâches, tu vois. Mais en fait, du coup, mon rapport au temps m'oblige à aborder le sujet quand même, quoi, tu vois. Dans le travail, ce rapport au temps était important dans tout, partout, en fait. Même dans mes relations amicales, tu sais, on parle des ruptures dans les couples. Mais qui parle des ruptures en amitié ? Ça n'existe pas. Et c'est un vrai problème. J'ai été obligé de rompre réellement des amitiés parce qu'il y a un truc qui perdure, qui ne l'est plus, qui est plus satisfaisant, mais on peut pas, s'il n'y a pas de clash, on ne peut pas se dire on n'est plus amis. Et une rupture en amitié, ça permet de se dire on ne se déteste pas si on se voit, on se dit bonjour et tout, mais juste on va arrêter de croire qu'on est amis, on a changé, on ne se voit plus, tu vois. Et donc je fais aussi des ruptures en amitié, tu vois, tout ce qui
toutes les pertes de temps ou les trucs qui me ralentissent, je les vois comme des boulets qui s'engluent autour de mes jambes et je me dis putain, on n'a pas le temps quoi. On n'a vraiment pas le temps, la fin est proche, dépêchons-nous. C'est fou et mais encore une fois, tu sais pas trop d'où ça devient. Non. Ok. Non, j'ai Parce que c'est un vrai mindset de ce fait-là, ça te change tout ton rapport à oui. tout. Ah oui, c'est ben, dans le bouquin, j'explique des tranches de vie comme ça où il y avait vraiment des tout petits rapports au temps. Mais s'il y a un déclencheur, je l'ai pas. Mais tu vois, c'est tout con. Mais quand j'étais petit, j'ai eu la varicelle, tu vois, comme tout le monde. Et je me souviens vraiment de ça. J'avais des boutons partout et j'avais un bouton où jamais un homme ne veut avoir un bouton. Et ça me demandait un soin quotidien hyper douloureux, tu vois. Et donc, mais ce soin, il prenait 2 minutes, mais une douleur terrible. Et à chaque fois, putain, il fallait le faire et tout. Donc ma mère le faisait pas à ma place, mais elle me motivait et tout. Et moi, je repoussais. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai percuté que au moment où j'étais en train de faire le soin, si je l'avais fait au moment où je devais le faire, ça aurait déjà été fait et terminé. Et là, j'allais subir un truc qui devait déjà être terminé. Il y a un univers où ce moment-là était fini. Et moi, comme un con, j'étais en train de le subir maintenant à cause de moi. Et c'est ce jour-là où j'ai commencé à faire les choses cash, tout de suite, direct, même quand j'ai pas envie. Tu vois, pourtant, je suis un procrastinateur dans l'âme, mais ce rapport-là de ouais, mais alors après, ben voilà, forcément, dans 1 heure, alors que ça devait être fini, il va falloir que je le fasse quand même. Donc en fait, je le fais maintenant, quoi, tu vois. Genre, tout le monde croit que je suis hyper organisé dans mes papiers, et que j'adore faire ma paperasse, j'ai horreur de ça. Mais punaise, il y a une facture qui arrive, je la paye, c'est fait, c'est réglé, quoi. Tu vois, c'est dans l'instant, parce que il faut que ce soit fait tout. J'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de prendre le temps, d'avoir le temps de regretter de pas l'avoir fait. Si c'est pas clair, remettez ce podcast à la première minute. J'ai compris. Et est-ce que tu arrives de ce fait-là à prendre du temps pour toi aussi ? Ouais. C'est ça ? Ouais, mais vraiment en plus. Parce que quand tu l'expliques comme ça, je pense qu'il y a des gens qui pourraient l'interpréter comme j'ai besoin d'avancer, de faire avancer les choses, de faire avancer les projets, il faut que ça aille vite et tout. Et parfois, prendre le temps pour soi, c'est aussi prendre du temps pour soi. Ouais, complètement. Il y a des périodes de rush comme tout le monde. Mais quand je prends le temps, je le prends vraiment. Par exemple, quand je rentre chez moi le soir, entre 18 et 19h, c'est pas très tard, tu vois, je n'ai pas d'ordi chez moi. Je peux pas travailler chez moi. C'est une volonté, quoi. Le bureau est pas loin. S'il y a une urgence, j'irai. Bon, j'y vais jamais. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'urgence. Mais si l'ordi était à la maison, s'il y avait une urgence, je me dirais, non, mais si, je vais le faire. C'est vite fait, quoi, tu vois. Donc, quand je rentre chez moi, je rentre vraiment chez moi. Je rentre chez moi pour voir des films, pour lire, pour aller à la salle de sport, pour jouer aux jeux vidéo, pour voir des gens. C'est vraiment ça, en fait. Rentrer chez soi le soir, je pense, et je me mets en mode avion la plupart du temps. Donc, je suis vraiment ce que je fais, quoi, tu vois. Quand je pars quelque part, quand je prends un moment, en fait. Mais par contre, je décide de prendre un moment. Et ce moment, du coup, ne sera pas pollué par le reste. Et j'aime bien que les choses soient séquencées comme ça. J'ai vu qu'il y a, dans des interviews de toi, il y a régulièrement la question du mentalisme et de remettre tout ça autour de l'aspect médium, voyance, et voire même de spiritualité. Et je te sens à chaque fois qu'on te pose la question un peu désarçonné. Oui, parce que c'est très compliqué. En fait, le mentalisme, c'est par opposition au matérialisme. Mais il n'y a pas de définition au mot mentaliste, donc chacun peut s'approprier le mot. Il n'y a pas de formation de mentaliste, donc on est tous autoproclamés. C'est-à-dire que moi, un matin, je me suis levé et j'ai dit au monde entier, je suis mentaliste. Et les gens ont fait, bah, si tu veux. Mais tu vois, on est des escrocs dans cette appellation, parce que cette appellation n'a pas d'existence en soi, quoi, tu vois. Donc il y a des médiums qui se disent mentalistes, des voyants mentalistes, tout. Ce qui est gênant pour moi, parce que du coup, ça pourrait sous-entendre que j'ai un don quelconque alors que j'ai aucun don. Je m'en défends complètement. Tout ce que je fais est explicable, rationnel. Je n'ai pas de pouvoir magique. Et en même temps, je suis obligé d'être si tranché que ça, que je ne peux que difficilement aborder tout ce qui est spirituel, parce qu'on m'attend au tournant avec ça, parce que c'est un bâton pour me faire taper dessus en mode « Ah, regardez, cet escroc !» Mais j'ai une spiritualité très forte. Tu vois, vraiment très très fort, depuis à peu près mes 14-15 ans, depuis que j'ai lu Conversation avec Dieu de Walsh, qui n'a aucun rapport avec Dieu d'ailleurs, c'est juste une appellation de quelque chose à ce moment-là. Mais j'ai un vrai parcours spirituel, tu vois, je crois en beaucoup de choses, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas le temps. Parce que je crois qu'on est là aussi sur Terre pour faire des expériences, en fait. On doit expérimenter des choses. Pour moi, on fait partie d'un tout. Et ce tout se serait divisé en plein de petites choses qui a oublié qu'il fait partie du tout pour pouvoir revivre l'expérience des choses, tu vois. Et je crois en ça. Mais
là, je peux en parler parce que c'est un podcast, parce qu'on raconte beaucoup de choses, parce qu'on a le temps. Mais forcément, en interview, quand on me dit est-ce que vous êtes spirituel, est-ce que ceci, est-ce que cela, bah si je dis oui, on va l'associer à... Ah, vous voyez que c'est pas un rationnel. Vous voyez, il vous ment sur scène, c'est un escroc. Il va vous faire des consultations de voyance gratuites. Tu vois ? D'ailleurs, je vais prendre juste la phrase et la mettre en titre. Mais évidemment. Je suis quelqu'un de très spirituel. Avec point d'interrogation. Ça, c'est très bon, la presse fait ça beaucoup. Fabien Licard serait un escroc, point d'interrogation. Et t'as pas du tout la réponse de l'article, t'as oui, non. J'ai demandé à Marine Baousson, que tu connais bien, si elle avait des petits doses sur toi. Oh, elle doit avoir des doses, ouais. Elle a des doses sur toi. Elle m'a embrassé sur la bouche un jour. Mais elle s'en souvient pas. Bah, elle me l'a pas dit. Ah, elle m'a fait un smack sur scène à la fin d'un festival. Je fais what? Et en fait, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit que tu avais un accès privé à Fort Boyard. Ah. C'est un truc de ouf. J'ai creusé un tunnel moi-même à partir de mes 12 ans avec une galerie sous l'eau qui me rentre dans le fort. Parce que c'est pas très loin de La Rochelle. Alors c'est complètement à côté de La Rochelle, ouais. Hein, ça fait partie de notre secteur. En fait, notre secteur, notre crew, secteur, notre gang. C'est notre crew, quoi. Un 7 représente les crabes, les bigorneaux. Oui et non. En fait, je peux pas du tout y aller comme ça. Mais j'ai mon régisseur lumière du spectacle depuis toujours qui travaille sur le fort. C'est lui qui fait les lumières du fort. Et donc, voilà. Et un mec qui était magicien sur le fort avant, qui a travaillé des années dessus, je connais très bien, on travaillait ensemble aussi. Et donc, voilà, je connais plein de monde en fait sur le fort. Je connais très bien Passepartout, alias Dédé. Je connais très bien Passe-Muraille, Anthony. On faisait la teuf ensemble à La Rochelle, parce que lui, il est André Passepartout est de Paris. D'ailleurs, il travaille pour la RATP. C'est pour ça qu'à la fin de Fort Boyard, il y a marqué un remerciement à la RATP parce qu'ils le mettent à disposition exprès. Pendant les tournages. Mais Passe-Muraille est vraiment de La Rochelle. Donc en fait, voilà, tu vois, on connaissait très bien la boule, Feu la boule. Donc c'est pour ça, tu vois, par exemple, le jour, Gary a fait des photos avec mon blouson de truc Fabien Licard directement dans la salle du Trésor, quoi, tu vois. Voilà. Mais pour autant, j'ai toujours pas pu faire Fort Boyard l'émission, alors que c'est mon goal ultime. Fanny, ici présente, en est témoin. À chaque réunion avec mon attaché de presse, il dit ouais, voilà, donc là on va faire vivement dimanche avec Drucker. Ouais. On fait quand Fort Boyard? Je veux faire Fort Boyard, je veux faire les épreuves. Je veux trop le faire. T'as contacté la prod? Ouais, non. Mais ils sont pas très chauds apparemment pour. Mais ils sont un peu compliqués dans leur sélection et moi ils m'associent que à YouTube et donc quand ils prennent du YouTube ils veulent du 5 millions, 10 millions d'abonnés, quoi, tu vois. Ce que j'allais dire, McFly et Carlito l'ont fait, donc 5 millions d'abonnés. Voilà. Donc voilà, mais ils savent pas ce qu'ils perdent. Parce que t'as combien là? T'as 1 million 4, grosso modo, ouais. 1 million 3, 1 million 4. T'as encore du taf, hein. Alors que moi, le jour où j'ai passé le million, j'ai vraiment lâché la chaîne en termes de développement. Ouais. Je me suis dit, non, mais voilà, c'est cool, quoi, tu vois. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc tout ce qui se passe en plus, c'est du bonus, tu vois. Parce que quand tu atteins les 800 000, oui, tu as un goal de 1 million. À un moment donné, tu te dis, j'aimerais bien l'atteindre. Mais là, il n'y a plus de goal précis. Il y a juste le goal de que ça continue à fonctionner. Oui, c'est ça. Tu continues quand même à faire des. Ah oui, j'adore faire ça, quoi. Mais il n'y a plus trop d'idées de se développer, tu vois. Pourquoi? C'est bon? Bah ouais, c'est bon. Okay. Ouais. C'est plus là, tu vois, j'ai lancé la chaîne Twitch là maintenant. Ah oui. Là, j'ai plus envie de redécouvrir quelque chose, de repartir à zéro quelque part. T'as l'impression de connaître, pas d'avoir fait le tour, j'ai pas cette prétention, mais de connaître. Donc t'as envie de découvrir. Comment ça se... Marine m'a dit un autre truc, elle me dit, en fait il est relou, il passe son temps à vouloir trouver les cadeaux. C'est vrai. Et j'allais te dire, est-ce que tu utilises d'une manière ou d'une autre, j'imagine, en fait ça finit même par devenir des réflexes chez toi, quoi. Mais... En fait il y a oui, parce que ça devient des réflexes, et non, parce que le fantasme lié à cette question n'est pas aussi fort. Oui. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que oui, je vais mieux retenir quelque chose spontanément. Oui, je vais essayer de comprendre quelque chose ou de deviner quelque chose un peu spontanément. Ou oui, je vais mieux négocier, par exemple, lors d'une négociation ou être meilleur communicant que certains parce que je sais mieux communiquer, tu vois. Mais après, ça s'arrête là. C'est juste, je suis un peu plus optimisé que la norme, quoi, tu vois. Sinon il faudrait que je sois hyper concentré en train de regarder les gens comme des psychopathes, de les analyser en permanence, tu vois. Ça se fait peu. On va en prison quand même pour ça.
Mais les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, elle a raison, ça m'a porté préjudice. Mon ex me faisait plus de cadeaux à cause de ça. Ah ouais. Ça la faisait plus du tout rire. Et vraiment, je comprends. Je la comprends. À sa place, je me serais plus fait de cadeaux non plus. Quoi, Mais parce que tu... Mais c'est un puzzle. En fait, la vie, pour moi, c'est des puzzles à résoudre. Et s'il y a un petit puzzle que je vois, tu vois, fallait pas qu'elle me dise qu'elle avait acheté un cadeau. Puis voilà. Bon, après, des fois, elle avait pas dit. Et puis moi, je disais, t'as prévu les cadeaux? C'est quoi les cadeaux? C'est petit, c'est gros? Est-ce que c'est gros? toi-même la c'est boîte gros, du tu l'as caché ici. Si tu l'as caché ici, c'est forcément petit. Et si c'est forcément petit, ça peut être bien. Et tu vois, je me fais le truc, il faut résoudre l'énigme. En fait, c'est du jeu. C'est pas du tout contre la personne, c'est un jeu d'énigmes à résoudre. C'est un casse-tête, c'est un puzzle. Et j'ai envie de le faire du coup, quoi, tu vois. Tout ce qui me stimule tout de suite cérébralement, je fais vas-y, on le fait, quoi. Voilà. Et un jour, j'ai trouvé le dernier cadeau. Il y a sa mère qui rentre chez nous avec son père. Et j'avais une machine à barbe à papa qui faisait partie d'une collection, tu vois, où il y avait plusieurs trucs. Et puis sa mère fait à son père, tu vois, c'est ça la machine à barbe à papa. Et avec cette phrase, je me suis retourné vers mon ex et je lui dis, oh, tu m'as acheté la machine à hot dog, trop cool. Parce que je me dis, ok, si elle a besoin de lui dire, tu vois, c'est ça la machine à barbe à papa, c'est parce qu'ils en ont parlé quand j'étais pas là. Et du coup, ils ont sûrement parlé des autres objets de la gamme et il manque la machine à hot dog. Et du coup, elle lui dit ça. Et je fais mon lien, quoi, tu vois. Et elle fait, oui, c'est ça, félicitations. Profites-en, ce sera ton dernier cadeau de ta vie. Et je la comprends, c'est trop chiant. On était à un mois de Noël et t'as l'autre con qui fait, tu vois, tu avais raison, sache-le. Et sur le moment, tu peux pas t'empêcher de craquer le truc. Non, même si tu le craques dans ta tête. Oui, parce que tu craques. Tu pourrais le craquer dans ta tête mais et pas lui dire. Ah bah oui, mais alors après, attention, il y a la satisfaction aussi. Hein. Tu as envie de dire, j'ai trouvé. Mais parce que, mais tu sais, c'est un peu comme ce qu'on parlait au tout départ, les blagues qui blessent. Ben ça, c'est pareil, c'est blessant, mais j'ai eu du mal à me retenir de le faire. Aujourd'hui, je fais plus ça. Aujourd'hui, même par exemple, quand je vois quelqu'un qui me ment, et j'en connais, déjà on ment tous, faut le savoir, tout le temps, hein, 6 à 8 fois par jour quand même, tu vois. C'est pas des gros mensonges, mais c'est des déformations. Et t'en as qui mentent plus ou moins que les autres. Avant, ça m'agaçait, et puis j'amenais en fait à faire dire la vérité. En fait, ça n'a aucun intérêt. Il y a 1001 manières de mentir et 1001 raisons. Et à force de méditation, j'ai appris en fait à me pardonner d'être intrusif dans la vie des gens à ce moment-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est moi, je suis intrusif, j'ai une grille de lecture que je ne devrais pas forcément avoir. Et à ce moment-là, si la personne me dit qu'elle est en retard pour telle raison, ça ne me regarde pas de connaître la vraie raison si je pense que c'est un mensonge, tu vois. C'est voilà. C'est compliqué, où est la vérité, où est le mensonge, quoi, tu vois. Surtout qu'on n'est jamais sûr à 100%. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc tu t'es mis à méditer. Ouais, mais je méditais déjà depuis longtemps, mais la méditation m'a servi à ça. Ça t'a aidé ça me calme le mental, ça me fait du bien. Calmer le cerveau. Ouais, parce que moi, il est un peu... c'est un peu le roi du monde, tu sais, le mental, il est très omnipotent chez moi, et c'est pas bon, c'est bon pour personne. Et du coup, il faut un peu redescendre ça et calmer le disque dur et lâcher prise. Et ça me permet de redécider à quoi je pense. Tu vois. Mais ça, on connaît tout ça. Vous êtes dans le couloir du métro, vous marchez, vous dites des trucs. Et ben, à un moment donné, pensez à moi et faites stop. Et dites-vous, pourquoi je suis en train de me dire ça et de penser à ça? Quel a été le fil? À quel moment donné j'ai décidé d'aller dans cette réflexion-là? En fait, il n'y en a pas du tout. Et ben, c'est ces moments-là où il faut calmer le mental, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui t'a amené à la méditation? T'as fait une thérapie ou un truc comme ça? Non, j'avais lu le bouquin d'Eckhart-Tolle, j'étais tombé sur le pouvoir de l'instant présent, du moment présent. Mais ça fait partie de mes lectures spirituelles, tu vois, de base. Et j'étais allé dessus et j'ai fait, très intéressant. C'est quoi tes projets à venir? Donc là, t'es en tournée, c'est ça pour Projet à venir, ouais, la tournée. Jusqu'en juin 2020, elle est calée. Suivi d'une énorme date à Paris au mois de novembre 2020. À la scène musicale? Non, pardon. La scène musicale, c'est cette année. C'est en décembre, Ouais, pardon, oui. En novembre 2020, j'ai pas encore le droit de le dire. Ok. C'est le Zénith de Paris. Mais je l'ai dit à personne. Donc ça, c'est merci pour l'info. Et j'ai mon nouveau livre qui sort là au mois d'octobre, donc sur le temps. Votre temps est infini. Et puis, j'ai plein de projets, de formats, de vidéos. J'ai énormément de choses que je voudrais faire. On manque de place au bureau, je suis en train de chercher des nouveaux locaux, que la banque aussi m'aide à en trouver, pour agrandir un peu tout ça, pour pouvoir mettre ça en place
Ça m'exciterait beaucoup de les faire. Ce ne sont pas des projets qui marcheront aussi bien que des formats mainstream face cam, mais j'ai envie d'aller vers ça aussi aujourd'hui, et j'ai un peu plus le loisir de le faire, de produire ça. Donc voilà, grosso modo, les projets principaux. Bon, bah cool. Bah, merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup D'être venu. C'était Merci super de parler avec de toi. votre patience et de votre écoute. C'était trop bien. À bientôt. À bientôt. Salut.